Un petit hydravion m'attend à 2 pas de ce musée, dans la marina. Mais je ne résiste pas à l'envie de connaître le parcours des pionniers de l'aviation, de rendre hommage aux faucheurs de Marguerite. Monsieur Fortier, conservateur du musée, m'éclaire sur la place de l'avion dans un pays hors norme. Je le questionne sur cet étrange appareil, le Curtiss HS-2L, qu'on appelle aussi le bateau volant. Après la guerre, vous avez des centaines d'appareils de ce genre-là qui sont disponibles pour une bouchée de pain. Donc, vous avez beaucoup d'utilisateurs canadiens, américains et étrangers qui utilisent ce genre d'appareil-là pour à peu près n'importe quoi. Bon, transporter des touristes entre la Floride et Cuba, par exemple, transporter des prospecteurs au niveau canadien, faire de la surveillance de feux de forêt, très important, on ne peut pas fabriquer des tours de surveillance à tous les 5 km. Très utilisé au début du vol de brousse canadien. Je vais rejoindre Winnipeg, profitant des lacs innombrables pour faire des pauses. J'embarque dans ce beaver, traduction le castor, petit animal robuste qui se plaît dans l'eau. Ce castor-là est un avion mythique, construit par des Canadiens et adopté par tout le continent américain. Vous avez vu les variations avec les vents ascendants et descendants là? Alain Priem, mon pilote, est un ancien de l'armée de l'air française. Immigré très récemment au Canada, il a appris à être pilote de brousse. Sa compagnie assure des missions de ravitaillement jusque dans le Grand Nord, là où il n'y a pas de route. Dans le Grand Nord, c'est toujours un peu compliqué, rien que pour l'avitaillement en carburant. Parce qu'il n'y a pas de station-service là-bas, il n'y a pas d'aéroport, il y en a très peu sur la côte, mais à l'intérieur, il n'y a que des points de carburant de compagnies privées. Moi, quand je vais dans le Nord, maintenant, je me fais livrer le carburant l'hiver par bateau dans un des communautés inuites. Et ensuite, là-bas, je vais directement me servir dans mes barils d'essence. Décidément, dès que je quitte le bitume, ma monture devient capricieuse. Je m'en remets au destin et à l'impératif de ma mission, être à Vancouver dans 10 jours. Pour cette nuit, nous faisons halte dans une maison en bois rond, le 2e mythe du Canada après les grands espaces, la cabane. Celle-ci est rustique, mais pas rudimentaire. Je commence à connaître les Canadiens. Ils aiment à la fois la nature et le grand confort. Bien sûr, l'ours et le loup ne sont jamais loin. On se plaît à l'imaginer, blotti dans les bulles du jacuzzi. Deux jours de voyage et nous serons à peine au bout de l'Ontario. Je découvre une province en miroir. Elle posséderait à elle seule un quart des réserves d'eau douce de toute la planète. Ontario signifie eau scintillante en iroquois.
J'aperçois la transcanadienne. Un soulagement. J'ai rendez-vous demain avec Cliff Brook, un descendant direct des coureurs des bois. Il m'attend à Reni dans le Manitoba. Encore une fois, la nature me sort le grand jeu. À mi-chemin entre les deux océans, j'attends le rayon vert. Reni, charmante bourgade de 130 âmes, et son musée dédié à la vie des trappeurs. Cliff est toujours à l'heure pour ouvrir son sanctuaire. Il ne manque pas une occasion de parler du métier. Peau de lynx, peau de castor, peau d'ours, peau de loup, autant de bonnes raisons d'être violemment pris à partie par les anti-fourrures. Après avoir été les bâtisseurs du Nouveau Monde, les trappeurs sont vite devenus des parias. Canadiens des villes et Canadiens des champs s'opposent, fâchés de ne pas porter le même regard sur Mère Nature. Ce qu'il y a d'unique avec ces peaux, c'est qu'elles viennent toutes des renards rouges, les terribles renards rouges. Les variations de couleurs, c'est comme pour les humains. Il y a des cheveux blonds, des bruns et des roux, ou alors comme moi, sans rien. Quand la population de renards rouges augmente, on en attrape davantage. Et quand elle baisse, on retrouve alors d'autres sortes de renards dans les bois. Notre principal problème est la communication avec les habitants des villes, qui sont très très nombreux à aller voter. Mais ces gens-là ne connaissent rien à la nature, ni aux animaux. Ils ne connaissent rien à la régulation des espèces et ils pensent que Mère Nature va prendre soin de tout cela. Mère Nature est très cruelle. Si on ne régule pas les populations animales, elles peuvent être décimées par les maladies ou d'autres choses, comme le manque de nourriture. Les animaux meurent de faim. En contrôlant les populations, on peut éviter ces problèmes et garder les espèces en vie pour toujours. Et mes petits-enfants pourront les voir. Et leurs petits-enfants aussi continueront à les voir. Si les trappeurs peuvent gérer correctement les populations animales, cela durera toujours. Me voici à Winnipeg, la porte du Manitoba, et comme me l'a dit Cliff, me voici enfin au Canada. Je marche sur les terres des bois brûlés. Enfant métis, né de la rencontre entre les coureurs des bois et les squaws. Un épisode tragique de l'histoire du Canada. Je me demande comment ces enfants, fruits de l'union parfaite entre Européens et Indiens, ont pu être rejetés. Rejetés par leur propre famille, puis rejetés par le gouvernement canadien qui achetait ou vendait les terres sans tenir compte des habitants. Sur la tombe de Louis Riel, héros de la nation métisse, l'incompréhension demeure. Arrêté par la police montée pendant une rébellion où il défend le territoire des siens, il est déclaré traître à la nation. Le premier ministre d'alors, John Macdonald, ordonne sa pendaison. Une sombre parenthèse qui ne fit qu'aggraver les relations entre Français et Anglais. Riel était un poète québécois. La communauté des Métis représente une force politique active et organisée. Et le jour de mon arrivée à Winnipeg, c'est le jour de leur assemblée annuelle. À l'écart de la manifestation, le chef du parti, David Chartrand, m'éclaire sur l'identité de sa nation.
C'est vrai que nous sommes tous nés ici. Il y a différentes manières de voir les Premières Nations. Les Indiens sont venus à pied par le détroit de Bering, les Européens en bateau, et nous, on est nés ici. C'est notre terre natale. Nous sommes les vrais Canadiens. Si on observe le Canada aujourd'hui, c'est un pays multiracial, avec différentes cultures, différentes langues parlées par des ethnies du monde entier. Donc nous vivons dans une société multiculturelle. Les Métis sont tout à fait dignes de cela, car nous sommes issus de 2 nations, pour n'en former qu'une seule, et je le dis souvent. Il est très important que les gens comprennent que nous ne sommes pas français, nous ne sommes pas indiens ni écossais, nous sommes métis. Il n'y a aucun doute dans notre esprit. Nous sommes les vrais Canadiens. Me voici dans le Grand Ouest. Musique et danse country, colt et tête de bison, le ton est donné. Le continent américain ne se limite pas aux frontières des États-Unis. Si je ne le savais pas encore, je vais le découvrir. Leurs ancêtres ont pris le train, des Ukrainiens, de confession orthodoxe qui ont fait souche dans cette moitié du pays, suivis de près par des Allemands et des Scandinaves. Mon voyage poursuit toujours la course du soleil. Je continuerai par le train jusqu'au Pacifique, en traversant les Rocheuses d'Edmonton à Vancouver. Entre Manitoba, Saskatchewan et Alberta, je suis prévenu, j'entre dans la plaine. La plaine à perte de vue, la plaine à n'en plus pouvoir. Le Trans-Pacific Railroad a conquis l'Ouest américain et la Transcanadienne a suivi son tracé sur des milliers de kilomètres. Derrière le volant, je vais pouvoir admirer des convois de marchandises sans fin.